Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette soirée dédiée à l'agriculture du futur. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme d'anticipation créé par Madines avec Engie pour imaginer à quoi pourrait bien ressembler le monde en 2070. Alors ce programme repose sur des rencontres comme ce soir, mais aussi sur un podcast, Marty, dont vous entendrez un extrait juste après, et sur un journal d'anticipation, le Mighty Times, que celles et ceux qui sont ici pourront récupérer en fin de soirée. Alors pourquoi interroger le futur ? Déjà parce que par gros temps comme en ce moment, ça permet de cultiver un peu l'espoir, on en a besoin. Et aussi parce que ça permet de se rendre compte que les solutions qui permettent de vivre dans un monde plus durable et de réduire notre empreinte sur cette planète, eh bien, elles sont déjà à portée de main et elles ne sont pas forcément technologiques. Ce n'est pas en tout cas l'unique voie possible. Mais avant de discuter de ce que cette innovation peut apporter au monde de l'agriculture, je vous propose d'écouter un extrait de l'épisode de Marty avec comme invitée Alexia Ray, cofondatrice de Neofarm, que vous retrouverez sur scène dans quelques instants. Bonne écoute. Cette nouvelle saison de Marty vous est proposée dans le cadre d'un programme d'anticipation soutenu par Engie. Dans ce programme, nous avons imaginé comment des sources d'approvisionnement énergétique plus durables pourraient remodeler notre société. Bonne écoute. Le podcast qui est futur. Nous sommes le 14 octobre 2070 et j'ai le plaisir de recevoir Alexia Ray, fondatrice et dirigeante de Neofarm. Bonjour Alexia et merci de nous accorder de votre temps pour ce nouvel épisode de Marty. Bonjour Anaïs, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors pour commencer, ça peut nous sembler un peu lointain maintenant, mais dans quel contexte avez-vous créé Neofarm et quelle était votre ambition à l'époque ? Neofarm était un projet un peu fou à l'époque où nous l'avons lancé dans les années 2010. L'idée, c'était de créer des fermes maraîchères combinant des pratiques anciennes d'agriculture et les avancées technologiques. Si l'association nous semble complètement naturelle aujourd'hui, c'était bien sûr pas le cas à l'époque. Les années 2020, c'était également une période particulière car il y avait beaucoup d'antagonisme entre les personnes et de contradictions en chacun de nous. En regardant en arrière, le chemin paraît évident et nous avons réussi à tracer une route parmi les obstacles, à construire un présent désirable. Mais l'avenir n'apparaissait pas aussi clairement et lumineux alors et il a malheureusement fallu des catastrophes répétées dans le monde, mais aussi en France, pour que la société, dans son ensemble, amorce une grande transition. Bienvenue en 2070. La meilleure façon de donner une image fidèle de cette époque, de resituer un peu le contexte, c'est peut-être de donner quelques chiffres. À quoi ressemblait le secteur de l'agriculture alors ? Ce qu'il faut retenir, et ça peut paraître surprenant, mais c'est que nous n'étions pas autonomes. La France importait la moitié de ses fruits et légumes. La moitié, vous vous rendez compte ? Et nous ne paniquions pas. Cela ne choquait pas grand monde d'acheter des aliments venant d'autres pays, parfois du bout du monde. En plus de ça, nous perdions progressivement des agriculteurs, celles et ceux dont le métier est le plus essentiel, celui de nous nourrir et ce dont on a tout à fait conscience aujourd'hui. Plus d'un agriculteur sur deux est parti à la retraite entre 2020 et 2030 et nous avions à peine commencé à ralentir la tendance à la fin de la décennie. Cela dit, pour compléter l'image, c'était un secteur qui était responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre, qui présentait un niveau de pénibilité très élevé pour des revenus très faibles, alors évidemment que ça n'attirait pas vraiment les jeunes générations. Mais les choses ont fini par basculer. Comment est-ce que cela s'est fait ? Canicules, incendies, inondations, gel, tempêtes, les épisodes climatiques extrêmes se sont multipliés jusqu'à celui que tout le monde connaît en 2034. Les enfants l'étudient bien sûr à l'école. À l'époque, une ville comme Paris n'avait que 3 jours de réserve en nourriture et ce chiffre est devenu bien réel lors de l'épisode de la Grande Crue centenale qui a complètement fragilisé les infrastructures et tout le réseau de transport de la ville. Cette année-là avait déjà été très difficile en raison de la canicule qui avait fait beaucoup de victimes parmi les habitants, mais qui avait aussi fait des dégâts sur les cultures. Les stocks de nourriture étaient déjà amoindris et la chute du trafic aérien et routier, en raison de la raréfaction de l'énergie fossile, nous avait presque complètement coupé de nos importations. Heureusement que nous avions compris dès les années 2020 qu'il nous fallait reconstruire notre souveraineté alimentaire. Nous avions réussi à remonter à une autosuffisance alimentaire à 70% de la production nationale de fruits et légumes. Mais ce n'était pas encore assez. Ça semble fou quand on sait qu'aujourd'hui on produit plus que ce que l'on consomme.
C'est sûr, aujourd'hui, on peut faire des stocks et apporter notre soutien à d'autres pays, ce qui était moins le cas avant. D'ailleurs, je fais un aparté, mais il ne faut pas oublier que l'agriculture a été un extraordinaire levier d'intégration depuis les années 2030, quand les pays européens ont enfin ouvert leurs frontières plus généreusement aux immigrés et aux réfugiés, notamment climatiques. Beaucoup d'entre eux étaient d'origine rurale et étaient heureux de pouvoir travailler dans des fermes. J'ai du mal à réaliser qu'il fut un temps où on les considérait comme une menace. Heureusement que l'on s'est enfin décidé à les accueillir, car il y avait tellement de personnes parmi eux qui nous ont apporté leurs connaissances dans les périodes difficiles que nous avons traversées, qui nous ont aidés dans nos transitions. Je l'ai particulièrement constaté dans l'agriculture. Bienvenue en 2070. Alors, c'était un extrait du podcast Marty de cette saison 2. Vous pouvez l'écouter dans son intégralité sur toutes les plateformes. J'allais dire de crowdfunding, rien à voir, sur toutes les plateformes de streaming. Alors, je vous propose de démarrer cette table ronde avec un constat qui n'est pas forcément des plus heureux, puisque la planète devrait être en mesure de nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050. Pour rappel, on est 7,8 milliards aujourd'hui, tout en protégeant ses sols, son climat et en ne disposant que d'une faible réserve de nouvelles terres cultivables. Saviez-vous que jusqu'à 57% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent des activités liées à l'alimentation, si nous prenons en compte toute la chaîne? Alors c'est surtout lié à l'élevage, mais c'est quand même un chiffre assez important. Et alors que les menaces pèsent de plus en plus nombreuses sur le modèle conventionnel de l'agriculture, une fenêtre est ouverte pour réfléchir à une transformation nécessaire de ce dernier et imaginer de nouveaux modèles plus résilients. Comme nous le verrons au cours de cette table ronde, la technologie ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup. Aider à la décision, soulager d'une partie de la pénibilité du travail, aider à mieux distribuer ses produits. Pour en discuter et pour dresser le portrait d'une agriculture qui produit mieux et qui impacte moins, j'ai le plaisir de recevoir Alexia Ray, cofondatrice de Neofarm. Bonsoir. Une solution de ferme donc technologique et agroécologique que vous avez découvert dans l'extrait. Hervé Pillot, agriculteur 2.0, si on peut dire ça. Bonsoir. Auteur de nombreux ouvrages de référence. Et Hervé Mathieu-Ricourt, Managing Director d'Engie B2C France, partenaire de ce cycle de conférences que cette dernière table ronde clôt. Alors, première question. Déjà, merci beaucoup à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle un peu du contexte et savoir vraiment d'où l'on part. Le contexte géopolitique notamment est un peu tendu, pour le moins. Les événements de stress climatique comme le gel qu'on a eu la semaine dernière reviennent de plus en plus régulièrement. Le prix des matières premières s'envole. En gros, on voit que les menaces sont nombreuses pour l'agriculture. Quels sont les défis majeurs auxquels le métier fait face en ce moment ? Alors, effectivement, j'espère que dans le podcast, l'agriculture qui était décrite en 2070 semblait souhaitable. Aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait là encore, mais comme tu le dis, Anaïs, il y a effectivement ces deux crises qu'on sent, dont on est tous au courant, crise énergétique, crise des matières premières et je pense qu'on va vers une crise alimentaire aussi qui peut être grave et même en France, pas forcément à l'échelle du monde mais déjà dans notre pays. Pour regarder un petit peu les différents enjeux qui nous poussent justement vers cette crise et tous les problèmes, tous les défis, on peut en lister quelques-uns. Il y a le sujet qui est très important de la biodiversité sur laquelle l'agriculture se repose pour pouvoir produire, pour qu'on puisse avoir de l'alimentation et cette biodiversité, elle est en train de s'effondrer. Pour citer un chiffre, le WWF avait estimé que si on devait donner un coût économique à tous les services que la nature apporte, ce serait 500 milliards par an. Donc voilà, on n'a pas la possibilité de se passer de la nature pour produire. Des enjeux d'aléas climatiques qui sont de plus en plus violents, de plus en plus rapprochés, gel, canicule, inondation, la terre qui est de plus en plus sèche. Des enjeux aussi de chaînes logistiques qui est de plus en plus fragile et effectivement c'est une des raisons pour laquelle il faut produire de manière beaucoup plus locale et se nourrir plus localement. On l'entendait dans le podcast, le nombre de jours que Paris pourrait tenir avec son stock alimentaire, il est assez court, il est de 3.
Voilà, des sujets aussi d'intrants, de raréfaction des intrants, de l'énergie fossile, des intrants chimiques. Et le dernier, qui pour moi est le plus important, qui est un sujet humain, c'est la disparition des agriculteurs. Alors, disparition, ça veut dire le fait qu'une partie assez importante des agriculteurs va partir à la retraite et ne seront pas forcément remplacés. Donc, il y a vraiment un sujet d'attractivité de ce métier-là pour rendre ce métier essentiel attractif. Voilà, on parle souvent du chiffre d'ici la fin de la décennie, la moitié des agriculteurs aujourd'hui en place vont partir à la retraite, donc c'est ces personnes qu'il faut remplacer. Sachant qu'on part d'un tout petit chiffre, puisqu'on est quoi, à 2% de la population française qui est dans l'agriculture, même pas. Même pas. La moitié d'1,5%. Quoi. Ouais. Et pour comparer, au début du siècle, juste avant la guerre, donc 1914, c'était 40%, plus de 40% de la population qui était agricole. Donc voilà, il faut trouver des solutions pour réussir à se nourrir dans ce contexte. Alors, je partage ce que dit Alexia, mais je voudrais mettre en perspective un autre élément qui est celui de la population. A été dit, tu as dit tout à l'heure 10 milliards d'habitants à nourrir en 2050. Honnêtement, je ne pense pas que c'est un problème. Par contre, ce qui est un vrai problème, c'est comment sont répartis ces 10 milliards sur la planète déjà maintenant et comment ils y seront, parce que c'est quasi joué d'avance, à quelques détails près, comment ça sera actuellement. 50% de la population est dans un cercle qui prend le Japon, les Corées, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. Il y a plus de monde dans ce cercle-là que tout le reste de la planète. Ils sont 3,6 milliards, 3,7 milliards. Là, en 2050, ils sont 5,5 milliards. Dans le même temps, l'Afrique, qui est actuellement à 1 milliard 100 millions d'habitants, passe à 2,6 milliards. 130% d'augmentation. Ça veut dire qu'en nous, on va baisser en nombre. Et ça veut dire qu'en 2050, cette population aussi, un autre élément important, sera à 75-80% dans des villes. Moitié dans des bidonvilles de tout ça. Ça veut dire qu'en 2050, 85% de la population de la planète est sur un axe entre Tokyo et Lagos, 80% dans des villes, la moitié des bidonvilles. C'est une bombe. C'est une bombe qui se prépare. En sachant en plus que la Chine notamment, et la plus grande partie de l'Asie, pas l'Inde de trop et pas trop l'Asie du Sud-Est, mais la Chine, les Corées, le Japon n'ont pas de terre. Ils n'auront jamais suffisamment de terre pour se nourrir. En France, on a à peu près 4 hectares par habitant. La Chine est entre 10 et 20 arts, 0,1, 0,2 hectares. Donc ils ont 3 solutions. C'est de l'agriculture urbaine, ils en développent, il faudra qu'ils continuent. C'est de l'importation. Donc un vrai challenge pour nous, parce que non seulement il faut qu'on soit autosuffisant, mais on a des capacités à produire plus. Alors, on n'a pas vocation à nourrir le monde, mais on a des opportunités à saisir. Et le troisième élément, c'est d'aller conquérir des terres ailleurs. Ce qui commence à faire déjà allègrement, notamment en Afrique de l'Est et à Madagascar, dans ces pays-là. L'Afrique peut avoir les moyens de se nourrir. Par contre, il ne faudra pas trop venir leur piquer de terre quand même. Donc l'enjeu de la nourriture demain, je pense qu'il est d'abord là. Donc c'est pour ça que ça amplifie ce que dit Alexia, que on ne peut pas regarder le problème alimentaire et agricole uniquement franco-français et même pas uniquement européen. Tout se tient. Et tout continuera à se tenir. La globalisation du marché de l'alimentation est inéluctable par le fait que la population est très mal répartie par rapport à ses capacités à se nourrir localement. Quand Alexia dit comme ça qu'il faut produire localement, moi je le dis un peu différemment. Je pense que quand on a la chance d'être à Paris ou dans toute la France au milieu de terres très fertiles avec des vrais savoir-faire agricoles partout, qu'on peut contester un certain nombre de choses, mais globalement de vrais savoir-faire, on se doit, c'est presque un devoir citoyen, de s'approvisionner français. Ce qu'on ne fait pas, comme tu l'as dit, c'est vrai, à 50% pour certains produits. Dans la restauration collective, la volaille est à 50% importée. Les légumes sont à peu près 30% importés actuellement. C'est démentiel. Donc c'est essentiel de s'approvisionner localement. On trouvera les moyens de produire, ce n'est pas un problème. Donc c'est l'approvisionnement qui doit être local. Par contre, on doit aller plus loin. On doit aussi produire pour d'autres marchés, pour arriver à satisfaire certains marchés. Alors, pour ce qui est du marché de commodity, pour ces pays-là, d'autres pays seront plus compétitifs que nous. Par contre, pour aller chercher en produits moyens et haut de gamme un certain nombre de marchés, si on arrive à conquérir 2%
de la population chinoise, pour nous, c'est un marché de masse. Et donc voilà où sont les enjeux. Il y en a un autre, on y reviendra peut-être, qui est celui de la santé globale. Quand tu parles de commodity, tu parles des céréales, par exemple. Céréales, tout ce qui permet de se nourrir. Pas de faire un bon repas, mais de se nourrir, quoi. La France a plus vocation à produire des produits. Il faut peser la chance qu'on a chez nous d'avoir la diversité de produits qu'on a encore. Je disais tout à l'heure, avant de commencer, depuis que l'homme vous m'arrêtez si je vais trop vite, c'est trop loin, parce que je peux être très bavard. Depuis que l'homme a domestiqué la nature, on a domestiqué 6500 espèces de plantes. 80% de l'humanité en mange 20. Donc 4 qui font 60% de l'alimentation. Le blé, le riz, le maïs et les pommes de terre. Donc le champ du possible, il est énorme de ce qu'on peut, de ce qu'on peut développer. Et toutes les nouvelles technologies qu'on a... Ah non, ça c'est ma deuxième question. Pardon ? Bah non, c'est ma deuxième question. Du coup, Ah tu parles trop et t'en j'arrête alors. Mais du coup, justement, pour développer cette agriculture, notamment en France, quelle va être la place de la technologie ? Parce que Alexia, donc avec Neopharm, tu défends l'utilisation des nouvelles technologies dans l'agriculture, et vraiment que ce soit pour suivre les productions et puis pour permettre qu'elles vivent mieux, qu'elles soient plus rentables, entre guillemets. Hervé Piot, toi, tu expliques notamment dans ton ouvrage « Cultivons l'avenir ensemble » que les systèmes alimentaires actuels sont brisés et que la tech peut permettre en partie, en tout cas, de les réparer. Du coup, quelle place elle a, cette technologie, dans le futur de l'agriculture ? Eh bien, merci. Pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant, la technologie, elle doit être là pour permettre à un certain type d'agriculture de se développer, d'émerger ou en tout cas d'accélérer. Cette agriculture, en tout cas c'est ma conviction, elle doit être durable, donc respectueuse de l'environnement, de la nature. Elle doit être au maximum, quand c'est possible, locale, produire et nourrir localement, avec des spécificités effectivement des territoires. Et elle doit être juste en fait pour toutes les parties prenantes, donc les personnes qui l'achètent, mais aussi les personnes qui travaillent dans cette agriculture, parce que majoritairement, elle n'est pas vraiment aujourd'hui. Donc pour moi, la technologie, elle sert à répondre à ça, à permettre à ce type d'agriculture, ce modèle souhaitable d'agriculture d'émerger. L'agriculture, nous, qu'on met en place dans notre modèle chez Neopharm, qui est pour de la production de légumes, donc pas toutes les filières, on parle de plusieurs filières en agriculture, la céréale, l'élevage, le maraîchage, le fruitier, donc nous, on est sur la production maraîchère de légumes. La technologie, justement, elle permet à ce modèle d'agriculture, s'il n'y avait pas la tech, en fait, il faudrait beaucoup de personnes pour travailler dans ces fermes, dans des fermes agroécologiques, des fermes diversifiées sur de petites surfaces. Si on réduit l'utilisation d'intrants chimiques, donc d'herbicides, de pesticides, si on réduit l'utilisation d'énergie fossile, donc de grosses machines, en gros tout ce vers quoi l'évolution de l'agriculture a tendu ces 50-60 dernières années, il faudrait beaucoup plus de personnes qui travaillent dans ces fermes, et on l'a vu avec le chiffre qu'on a cité, on est vraiment sur un tout petit pourcentage aujourd'hui de la population qui est agriculteur, qui est paysanne. Donc la technologie, elle doit permettre de faire des gains de temps, de réduire la pénibilité, d'aider à prendre des décisions aussi dans un contexte qui est de plus en plus complexe, compliqué, avec des aléas climatiques très difficiles à prévoir. Donc voilà, d'alerter, d'aider à la prise de décision, c'est ça, vers ça que la technologie doit aller. Pas remplacer l'humain, mais permettre à ce modèle d'agriculture d'émerger et d'aller plus vite. La technologie doit permettre aussi de faire des économies, notamment en termes d'énergie. Vous avez développé chez Engie une offre photovoltaïque pour les agriculteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ce qui est fascinant avec l'agriculture et l'énergie, c'est à quel point c'est différent. Par exemple, quand vous faites du vin, vous consommez peu d'énergie. Quand vous faites des cultures maraîchères, vous en consommez beaucoup. Il y a du chauffage, il y a du froid, il y a du transport, il y a des outils. Quand vous faites du vin, il y a peu de chauffage, il y a peu d'utilisation. C'est relatif, bien sûr. Et la deuxième chose fascinante, c'est que le monde agricole est probablement celui, parmi tous ceux avec lesquels on travaille, qui va être le plus à produire de l'énergie d'une façon complètement différente, avec du solaire
et avec du biogaz. C'est fascinant. Et par exemple, en solaire, on commence à apporter, mais on n'en est qu'au début, aux agriculteurs, une façon de produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques, tout en protégeant leur culture. Je parlais du vin à l'instant. On a tous vu il y a quelques jours, on l'avait encore vu il y a 2 ans, que quand il fait très froid, soudainement, au début du mois d'avril, ça dure 2-3 jours, mais pourtant c'est 2-3 jours qui peuvent être terribles pour les petites grappes qui sont en train d'apparaître. Eh bien, si vous installez des panneaux photovoltaïques, des ombrelles solaires amovibles, au-dessus des vignes, ça va faire pendant quelques heures, au lever du soleil, une protection contre le gel. Et à l'inverse d'ailleurs, quand on s'approchera des grosses chaleurs, en juillet ou en août, ça fera aussi pendant quelques heures une protection contre les températures trop élevées. C'est vrai aussi pour des cultures vivrières, pour des arbres fruitiers. Et donc, qu'est-ce qu'on voit faire irruption dans le domaine de l'agriculture? Ce sont l'utilisation de technologies d'énergie, de production d'énergie, qui, en plus, peuvent servir la protection et les succès de l'agriculture. Puis à l'autre extrémité du spectre, je vous citais cet exemple de la protection des vignes quand il fait soit très froid au début du mois d'avril, soit très très chaud avec beaucoup de soleil en plein milieu du mois de juillet. À l'autre extrémité du spectre, nous déployons des panneaux photovoltaïques qui permettent d'exploiter dans les grands champs pour des activités de plus de 50 hectares, tout simplement la surface, et produire avec le soleil de l'électricité qui pourra être utilisée par l'agriculteur. Et donc c'est ça qui est absolument fascinant, c'est qu'on voit plus que dans les autres secteurs d'activité l'irruption de la technologie énergétique au service de l'agriculteur, avec ces 2 exemples que je viens de vous donner. D'un côté, ça aide à protéger des vignes, de l'autre, ça aide à produire massivement sur des grandes surfaces. Et alors Hervé, on a parlé hardware, mais la technologie, c'est aussi la blockchain, la data. Comment est-ce que vous voyez comment est-ce que toi, tu vois cette utilisation de la technologie au secours de l'agriculture? Alors déjà, première chose, on entend parler régulièrement d'agriculture numérique. Moi, je récuse le terme, parce que pour 2 raisons. La première, c'est que le numérique, comme toute technologie, ou beaucoup de technologies, c'est sûrement le plus formidable des outils qui peut nous être offert depuis quelques années. Par contre, ça peut être, et ça serait, si on en faisait ça, le plus mauvais des maîtres. Donc, c'est pas la technologie qui doit nous commander, c'est bien nous qui devons être maîtres des technologies, et certaines choses, ça ne remplacera jamais l'homme là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que le numérique et les technologies doivent être au service de tous les modèles agricoles. Il n'y a pas une agriculture dite industrielle, hyper techno, qui serait numérique, et une agriculture vivrière où on travaillerait avec des bœufs, ça n'existe pas. Et ça, pour moi, ça ne doit pas exister. Si certains veulent s'en passer, c'est un choix, c'est autre chose. Mais le numérique, les technologies doivent être au service de tous les modèles agricoles. Et après, comment les mettre au service de tous les modèles agricoles? C'est pas forcément simple, par le fait qu'une des spécificités de l'agriculture, c'est d'être un énorme puzzle de micro-entreprises. Et même si le nombre d'agriculteurs baisse, ça restera toujours un puzzle de micro-entreprises. Et avec des données qui sont disséminées un peu partout, déjà par le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises, et même moi, mon exploitation, quand on l'avait, on devait avoir nos données sur à peu près une dizaine de bases différentes qui ne savent pas se lire. Donc la notion de numérique en commun sera essentielle pour le développement des technologies en agriculture. Pourquoi? Si on n'a pas ça et qu'il y a une concentration, on fera des agriculteurs, des travailleurs de plateforme, comme des chauffeurs Uber ou des livreurs Deliveroo. Moi, ça, j'en veux pas. Thierry, que je connais bien depuis un moment, c'est pas le type d'agriculteur qu'on souhaite, et je pense que personne véritablement le souhaite. Thierry Baillet, agriculteur d'aujourd'hui, qui est influenceur, et on a un parcours ensemble depuis un bon moment sur ces éléments-là. Et donc,
avoir un numérique et qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler en commun. Et si on apprend à travailler en commun, le champ du possible, après, il est énorme. Il y a toutes les applications directes qu'on peut avoir chez l'agriculteur, avec des outils d'aide à la décision, des outils d'aide à la commercialisation, des outils d'accompagnement des robots. Mais il y a plein d'autres choses. C'est aussi tout le numérique au service du vivant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait domestiqué 6500 espèces de plantes. L'essentiel de ces plantes-là n'ont jamais été sélectionnées. Et je suis à peu près convaincu qu'on va devoir en sélectionner un certain nombre très vite. Parce que ça sera une des solutions face à tout ce que le changement climatique nous réserve comme surprise. Et je suis assez convaincu qu'il nous en réserve qu'on n'imagine même pas. Et c'est peut-être là le lien avec Global Health d'ailleurs. Donc, pour sélectionner des nouvelles espèces, tout ce qu'on a capitalisé de sélection sur les espèces qu'on a maintenant, qu'elles soient végétales ou animales, on peut le mettre au service de nouvelles. Mais ça, on ne pourra le faire qu'en commun. Je vais peut-être en choquer certains parmi vous. La technologie OGM par elle-même, moi, ne me choque pas. Ne m'a jamais choqué. Je considère que ça peut être une partie des solutions. Par contre, il y a une chose qui me choque énormément là-dedans, et c'est, je pense, la principale raison pour laquelle les OGM ont été remis en cause, et c'est normal qu'ils aient été remis en cause, c'est que 2 ou 3 entreprises dans le monde se soient arrogées le droit de privatiser ce qu'est le patrimoine commun de l'humanité, qui est le génome. Ça, c'est pas tolérable. Donc le numérique, il va falloir qu'on apprenne à le travailler, à le travailler en commun. On a commencé à le faire, et j'ai contribué depuis pendant 4 mois, entre la fin août et puis le salon d'agriculture, à travailler sur le rapport de préfiguration pas de la ferme digitale, c'est avec la ferme digitale, mais de la French Agritech. Et c'est des éléments qu'on veut essayer de faire sortir là-dedans. Et quand j'étais au Conseil du numérique, on a aussi travaillé sur la notion d'intérêt général des données environnementales et dedans des données agricoles, parce que on peut en considérer à certains égards aussi pour l'énergie. Donc, c'est une certaine vision du numérique qu'il faudra qu'on ait si on veut que ça avance. Juste un dernier mot après sur les technologies et l'homme. Je vais prendre l'exemple des robots de traite. Les robots de traite, maintenant, c'est un truc qui est rodé il y a à peu près 15 ans que ça existe. Si on met un robot de traite dans les mains d'un très bon éleveur, il fait des choses exceptionnelles avec. Si on met un robot de traite dans les mains d'un éleveur pour lequel c'est quelque chose pour faire un travail qu'il n'aime pas, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je veux dire à travers ça? Et ça, c'est des réalités. Ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il y a des choses que la technologie ne remplacera pas. Par contre, qui peut nous faire sublimer chez nous, et je pense qu'il faudra peut-être même qu'on change certains modes de formation par rapport à ça, c'est que tout notre... alors, je ne sais jamais si c'est le droit ou le gauche, mais le cerveau qui n'est pas cartésien, qui touche à la sensibilité, qu'on a un peu laissé de côté. Celui-là, le numérique peut nous permettre de le faire émerger. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on a émergé, le numérique va pouvoir s'en occuper. Mais ça, il ne le fera jamais. Et c'est l'association des deux qui fait qu'on pourra développer beaucoup de choses. Et alors, on a parlé de différentes applications de la technologie et de l'innovation à l'agriculture. Est-ce qu'il y a un exemple très concret d'une innovation technologique en ce moment qui est très utile à l'agriculture ? La production photovoltaïque. Et en ce moment, c'est fantastique. Alors, en ce moment, on est en pleine crise, mais vous savez quoi, comme d'habitude, ne gâchons pas une bonne crise. Qu'est-ce qu'on observe chez Engie ? Il y a 1 an, il y avait 100 personnes par jour qui nous appelaient pour poser des panneaux photovoltaïques sur leur toit, produire de l'électricité et l'utiliser. Et pour ça, on achetait plein de mots-clés sur Internet. Aujourd'hui, là, il y a 500 personnes par jour qui nous appellent et on a arrêté d'acheter des mots-clés sur Internet. Et parmi eux, quels sont ceux qui sont quasiment les plus intéressants ? Il y a quelques semaines, j'ai quelques collègues là dans la salle qui l'ont fait, on a commencé à lancer sur les agriculteurs la possibilité d'installer massivement des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Et pour eux, ça change tout. Parce qu'ils ont des grands toits, parce qu'ils ont du soleil, parce qu'ils ont une activité économique dans la journée au moment où il y a du soleil. Et une fois qu'on a mis le doigt dans cette production pour autoconsommer, on continue vers la suite, les batteries, on continue vers le fait de se retirer du réseau quand ça coûte très cher, on continue vers une utilisation progressive des panneaux photovoltaïques pour être au service de l'agriculteur elle-même, avec les exemples que je donnais tout à l'heure. Et une revente de l'énergie aussi ? Et peut-être un jour une revente de l'énergie. Et ça, ce sera plutôt sur le biogaz.
dont on parlera plus tard. Alexia, une innovation techno Alors, je vais rebondir sur ce que disait Hervé. L'innovation, c'est pas que la tech, justement, et je vais un peu détourner ta question, mais nous, par exemple, chez Neopharm, on fait de la robotique, du logiciel, mais il y a aussi beaucoup d'expérimentation, de connaissances agronomiques, et donc je pense que le partage de la connaissance, la mise en commun des données pour que ça profite à tous les agriculteurs dans un contexte de plus en plus incertain, c'est assez clé. Et voilà, donc toutes ces bases de données, tous ces réseaux qui se construisent, toutes les plateformes aussi qui existent maintenant de financement comme Mimosa, d'innovation, enfin d'agriculture, de plein de différents modèles d'agriculture. Donc je citerai peut-être Mimosa, si je devais en citer qu'une. Hervé. Bon, il y en a une qui me fascine, je pense que vous l'utilisez chez vous, c'est l'utilisation du spectre lumineux pour combattre les maladies. On remplace pour tuer le mildiou ou l'oïdium ou des champignons qui dévastent les cultures. Jusque-là, on met des produits plus chimiques pour la plupart ou du cuivre. Et là, vous êtes en capacité maintenant d'utiliser le spectre lumineux avec des rayons qui permettent de détruire les maladies. Moi, ça me fascine et je trouve que le champ du possible derrière, il est extraordinaire. Il y a une société en particulier qui fait ça ou c'est... Il y a une société qui s'appelle UV Boosting. Alors, c'est pas tout à fait détruire la maladie ou le ravageur, c'est plutôt préparer la plante en la stressant en avance avec des flashs de lumière UV pour qu'elle soit prête justement quand il y a véritablement une attaque à se défendre. C'est ça. Comme on prépare notre peau au soleil, quoi. Magnifique. On en parlait tout à l'heure, on parlait notamment des gaz à effet de serre, puisque l'agriculture y contribue quand même pas mal. Elle pourrait représenter notamment